Bienvenue à cette exploration du développement de Godot. Aujourd'hui, on va regarder d'un peu plus près le parcours de la version 4.5, oui, depuis sa toute première bêta, jusqu'à la première release candidate, la RC1. Exactement. Un parcours assez dense d'ailleurs. Tout à fait. Et pour ça, on s'appuie sur quoi? Sur la série d'articles de blog officiels publiés par l'équipe Godot Engine. Ils ont documenté chaque étape, bêta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis la RC1. C'est ça. Une bonne base pour comprendre comment ça s'est passé. Notre objectif aujourd'hui, extraire un peu l'essentiel des nouveautés, comprendre les améliorations importantes, mais aussi saisir un peu les défis, quoi. Stabiliser une version majeure d'un moteur open source comme ça, c'est pas rien. Non, c'est clair. Surtout avec autant de contributeurs et d'attentes. C'est un peu un voyage du moment où on gèle les fonctionnalités jusqu'aux portes de la version stable. Alors, on s'y lance, hein. Allons-y. Bon, tout commence le 18 juin 2025, la bêta 1. C'est le feature freeze. Le fameux feature freeze, oui. Le moment où, en théorie, on dit stop aux nouvelles fonctionnalités majeures. Exactement. Et là, l'appel est lancé à tout le monde. Allez-y, trouvez les bugs. La chasse est ouverte. Le fameux hashtag BugSquad entre en action. C'est ça. Mais il faut dire, cette bêta 1, elle arrive après 5 dev snapshots qui étaient déjà bien chargés. Donc elle intègre vraiment les tout derniers ajouts avant ce gel. Et il y en a eu pas mal, non? Peut-être même un peu trop pour une première bêta. C'est une bonne question. Oui, elle est dense, cette bêta 1. On sent bien la dernière ligne droite pour faire rentrer des choses importantes juste avant la fermeture. Une sorte de sprint final. Voilà, ça montre une belle ambition, c'est sûr, mais ça pose direct la question de la stabilisation derrière. Ça fait beaucoup de choses à tester d'un coup. Absolument. Alors, regardons juste quelques points forts, sans vouloir être exhaustif. Déjà, des breaking changes, des changements qui cassent la compatibilité. Oui, ça c'est toujours un point sensible. Par exemple, la physique des tilemaps qui est gérée différemment, par blocs, par chunks, ou les mises à jour de la navigation 2D 3D qui deviennent asynchrones. L'asynchronisme de la navigation, c'est intéressant. L'idée, c'est d'améliorer les perfs, de ne pas bloquer le thread principal, mais ça veut dire que les développeurs doivent adapter leur code. C'est ça, un compromis classique. Gain de perf potentiel contre un peu de travail d'adaptation. Exactement. Côté C#, il y a une grosse annonce de le support de native AOT sur Android. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, Native AOT, c'est la compilation ahead of time. Au lieu que le code C# soit compilé sur le téléphone au moment où on lance le jeu, le JIT, là, il est compilé en code natif directement quand on fait le build du jeu. D'accord, et l'avantage? Les avantages attendus, c'est surtout un démarrage plus rapide de l'appli et une empreinte mémoire plus petite. Sur mobile, c'est crucial, quoi. Ah oui, quand même. C'est une avancée assez stratégique pour Godot sur mobile. Et il y a aussi une optimisation assez folle sur les string names qui réduit énormément les allocations mémoire. Genre 60 fois moins apparemment. Impressionnant. Donc, plus de perf, moins de mémoire pour les jeux C# sur Android. C'est notable. Et dans le cœur même de Godot, le core, une amélioration super attendue, les backtraces. Ah oui, les traces d'erreur pour JDScript et C#. Fini de chercher à l'aveugle d'où vient une erreur en plein jeu. C'est exactement ça. Avoir la pile d'appels clairs quand ça plante en runtime, c'est fondamental pour débugger. Ça fait gagner un temps fou. C'est une amélioration de qualité de vie directe pour nous les devs, clairement. On note aussi des progrès sur la duplication profonde des ressources, duplicate deep, et la sécurité des signaux entre threads. Des trucs techniques mais importants pour les gros projets. L'éditeur aussi a eu son lot d'améliorations. Des petites choses comme les sections qu'on peut déplier dans l'inspecteur, un bouton mute game. Mais il y a eu une refonte des miniatures de prévisualisation de scènes, introduites puis annulées assez vite. Oui, on y reviendra. C'est déjà un bon indice de ce qui se passe pendant la stabilisation. Des idées arrivent, peut-être un peu tard, et s'avèrent plus compliquées ou plus risquées que prévu pour une bêta. Côté GDScript, le langage maison, on a vu apparaître un mot-clé abstract, qui a vite changé de forme d'ailleurs. Et le support des arguments variadiques, les args, ça donne plus de souplesse pour définir des fonctions. Oui, c'est pratique ça. Mais une des très grosses nouveautés, je trouve, c'est AccessKit.
Pour l'interface graphique, ça c'est un énorme pas pour l'accessibilité, non? Ah oui, absolument fondamental. AccessKit, c'est une bibliothèque qui permet en fait à Godot de communiquer avec les outils d'assistance des systèmes d'exploitation. Comme les lecteurs d'écran. Exactement, comme les lecteurs d'écran. Donc ça ouvre la porte à la création de jeux, d'applications, beaucoup plus accessibles aux personnes qui ont un handicap visuel, par exemple. C'est une démarche éthique et technique super importante. Vraiment bien. Une autre nouveauté graphique qui a fait un peu de bruit, SVG Texture. L'idée, c'était quoi? Utiliser des SVG directement. C'est ce que beaucoup ont compris au début, oui. Mais l'intention derrière était plus limitée, en fait. On en reparlera, mais c'est un autre cas intéressant de communication autour d'une fonctionnalité. D'accord. Sur les plateformes, ça a bougé aussi. Le SDK minimum pour Android, qui passe à 24, le support de Wayland sur Linux pour les sous-fenêtres, une intégration différente sur macOS via IPC, Et l'arrivée de Vision OS, oui, le support du système pour le casque d'Apple, ça, c'est significatif. Que ça vienne d'une équipe d'Apple directement, ça montre que Godot attire l'attention même des très gros acteurs sur les nouvelles plateformes. et à l'inverse, on dit adieu à Windows 7 et 8.1. Oui, ça aussi, c'est une décision importante, ça permet de se concentrer sur des API plus modernes, mais bon, ça peut impacter ceux qui sont encore sur ces vieux systèmes. Faut choisir. Et pour finir ce tour de la bêta 1, le rendu acide. La star, c'était sans doute l'arrivée des stencils. Pourquoi c'était si attendu? Ah, les stencils. Oui, c'est une technique de rendu assez basique, mais fondamentale, qui manquait vraiment à Godot 4. Ça permet de masquer ou de révéler des parties de la scène de façon sélective. Comme un pochoir, en fait. Exactement, comme un pochoir. C'est essentiel pour faire des effets comme des portails, des masques complexes, des reflets plans bien propres. Son absence, c'était un vrai frein pour certains types de jeux. Donc oui, c'est une grosse pièce manquante qui arrive enfin. Et il y avait aussi d'autres choses. SMMA pour l'anti-aliasing, les Bent Normal Maps pour un éclairage plus réaliste, un shader baker pour récompiler les shaders et des améliorations pour le rendu mobile. Oui, une bêta 1 très très dense, on l'a dit, plus de 1800 contributions depuis la 4.4 stable. C'est Énorme. impressionnant. Mais ça veut dire aussi une surface d'attaque gigantesque pour les bugs, les régressions. La phase de stabilisation qui s'annonce, elle s'annonce intense. Et elle commence tout de suite avec la bêta 2, le 1er juillet. Là, on sent le changement de ton. Le focus, c'est les correctifs. Mais il y a une exception majeure au Fit of Freeze. L'intégration de SDL3 pour gérer les entrées. Pourquoi ce changement si tard? Remplacer tout le système qui gère le clavier, la souris, les manettes, c'est une opération lourde. Ça touche au cœur du moteur. J'imagine. SDL, c'est une bibliothèque multiplateforme très connue, très utilisée dans le jeu vidéo. Passer à SDL3, sa nouvelle version majeure, ça aligne Godot sur ce standard. Ça peut faciliter la maintenance et surtout, ça ouvre la porte à un meilleur support natif de plein de périphériques différents à l'avenir. D'accord, c'est un pari sur l'avenir en quelque sorte. Exactement. C'était jugé assez stratégique pour être intégré malgré le gel. Et franchement, bravo aux contributeurs, Nintorch, parce que c'était un travail colossal. Oui, chapeau. Donc cette bêta 2, c'est surtout SDL3 et des collections. Et on voit les premiers ajustements dont on parlait. Le mot-clé abstract en GDScript qui devient l'annotation @abstract. Plus logique peut-être. Oui, plus cohérent avec le reste. Et la fameuse refonte des miniatures de scène, qui est annulée, reportée à la 4.6. Voilà, c'est un bon exemple de pragmatisme en méta. Une fonction, même si elle est cool, si elle n'est pas stable ou si elle prend trop de temps à finir, hop, on la met de côté pour pas retarder la sortie. C'est dur, mais c'est souvent nécessaire pour la qualité. Logique. Ensuite, bêta 3 le 8 juillet et bêta 4 le 29 juillet. On les regroupe un peu car elles confirment vraiment cette tendance. Oui, là c'est correction, correction, correction. Beaucoup moins de nouveautés, on corrige des bugs parfois très spécifiques, des crashs en C#, en GDScript, des soucis avec les softbodies de Jolt, l'affichage de droite à gauche. C'est ça. On est en plein dans la stabilisation. Les bugs qu'on corrige là, c'est souvent des cas un peu tordus, des interactions bizarres entre les nouvelles fonctions de la bêta 1 ou des régressions par rapport à la 4.4. C'est un travail de fourmi, j'imagine. C'est exactement ça. Moins spectaculaire que d'ajouter des fonctions, mais crucial. On voit aussi des pépins d'infra, genre avec les bibliothèques Android pour la bêta 3. Ça rappelle que faire un moteur, c'est aussi gérer tout l'écosystème. La bêta 4 a pris plus de temps d'ailleurs, signe qu'il se concentrait sur les problèmes critiques, les bloqueurs. C'est normal.
Plus on avance, plus les bugs qui restent sont soit difficiles à trouver, soit compliqués à corriger sans casser autre chose. Le rythme ralentit, mais la stabilité, elle, augmente. La priorité absolue, c'est de ne rien casser et de corriger ce qui gêne le plus. Puis Bêta 5 le 6 août et Bêta 6 le 21 août. Le nombre de correctifs diminue encore. On note l'annulation de l'interpolation pour les soft body 3D, encore une fonction qui posait problème. Oui, encore une décision pragmatique. L'interpolation des corps souples, c'est complexe à faire bien, surtout avec le nouveau système de physique. Plutôt que de livrer un truc à moitié fini ou buggé, on le retire pour cette version. Ça reviendra sûrement plus tard quand ce sera mûr. Et la Bêta 6 amène une clarification très importante sur la fameuse SVG texture, renommée DPI texture, et marquée expérimentale. Pourquoi ce changement? Ah, ça c'est une histoire intéressante de Digio. Gestion des attentes en fait. L'idée de départ pour SVG Texture, c'était très précis. Permettre aux icônes de l'éditeur, qui sont souvent en SVG, de s'afficher bien, peu importe le zoom ou l'échelle de l'interface. Gérer le DPI, quoi. D'accord. Un besoin interne à l'éditeur. Voilà. Mais le nom SVG Texture, beaucoup de gens l'ont interprété comme l'arrivée d'un support complet, générique du SVG pour le rendu dans les jeux, un peu comme Flash à l'époque. Sauf que la fonction n'était pas du tout prête pour ça. Ah, je vois. D'où le renommage en DPI texture, pour coller à l'idée de départ liée à la résolution, et le statut expérimental pour dire attention, c'est pas encore prêt pour tout et n'importe quoi. C'est exactement ça. C'est un ajustement de communication super important. Ça reconnaît que oui, la communauté veut du vrai support SVG, mais ça clarifie que ce n'est pas ce que la 4.5 propose là maintenant. Ça évite les déceptions et ça recentre la fonction sur ce qu'elle fait vraiment pour cette version. C'est un bon exemple des défis de com dans un projet open source. La Bêta 6 voit aussi revenir l'option Android Compress Native Libraries qui avait été enlevée en Bêta 1. Comme quoi? Oui, parfois on retire, puis on remet après correction ou réévaluation. La phase bêta sert aussi à ça, à pouvoir ajuster le tir. On pensait que la Bêta 6 serait la dernière, mais non, surprise, une Bêta 7 arrive le 29 août. Pourquoi? Pour une raison très technique, mais hyper importante pour les développeurs. Être sûr que les versions officielles de Godot pour Android contiennent bien les symboles de débogage. Les symboles de débogage. Oui, sans ça, quand un jeu plante sur Android, c'est très dur pour le développeur de savoir pourquoi, d'analyser le crash ou les problèmes de performance. C'était un détail, mais essentiel pour la qualité de l'expérience développeur. D'accord. Donc, une bêta de plus pour un point de finition technique, mais crucial. Ça montre qu'ils sont exigeants avant de passer à l'étape d'après. Tout à fait. Livrer un moteur, c'est pas juste du code qui marche. C'est aussi fournir les outils pour qu'on puisse l'utiliser correctement. Les symboles de débugage, ça en fait partie. Et on arrive enfin, la release candidate 1, la RC1, publiée le 5 septembre. Release candidate, ça sent la fin, là. C'est exactement ça. Une RC, ça veut dire que l'équipe pense que la version est potentiellement publiable telle qu'elle. Là, le focus change encore. On ne corrige plus que les régressions hyper critiques, les showstoppers. Les trucs qui bloqueraient la sortie purement et simplement. Voilà. Tous les autres bugs, même s'ils sont connus mais moins graves, ils sont repoussés à plus tard, genre 4.5.1 ou 4.6. Donc, l'appel à la communauté est encore plus fort. Testez cette RC sur vos vrais projets, en conditions réelles, mais avec des sauvegardes, pour trouver ces derniers problèmes bloquants. C'est le test ultime, oui. La diversité des projets de la communauté, c'est la meilleure façon de dénicher des problèmes qui seraient passés inaperçus en interne. D'ailleurs, l'équipe prévient qu'il y aura au moins une RC2, parce qu'il y a déjà des correctifs spécifiques en préparation. Oui, notamment pour l'export C# vers les vieux Android et pour les shaders précalculés sur iOS. Ça confirme qu'on est vraiment dans le polissage final. Les problèmes restants sont très ciblés. Très ciblés, souvent liés à des plateformes ou des configs particulières. Le nombre de correctifs dans la RC1 est d'ailleurs très bas, 24 je crois. C'est le signe que le gros du travail de stabilisation est derrière nous. Donc, si on résume un peu ce parcours, on est parti d'une bêta 1 pleine de nouveautés, presque exubérante, Oui, c'est le mot. pour arriver, après 7 bêtas et un énorme travail de correction, d'ajustement, à une RC1 jugée stable. C'est un excellent résumé. Ce cycle montre parfaitement le développement itératif, collaboratif d'un projet open source de cette taille. Des centaines de personnes ont contribué. Et les grands thèmes de cette 4.5 sont clairs maintenant. Les gains de perf, Native AOT, SIMD Web, l'amélioration d'utilisation
éditeur, GDScript, Backtrace, l'accessibilité, AccessKit, l'ouverture à de nouvelles plateformes, Vision S, Wayland, et des avancées graphiques importantes, Stencils, rendus mobiles. Godot 4.5 RC1 est donc là, prête pour les tests. Une RC2 va suivre, et si tout se passe bien, la version stable 4.5 devrait arriver juste après. C'est ça, on touche au but. Toutes ces évolutions, ça promet une version 4.5 vraiment intéressante pour les créateurs du jeu. Oui, une version solide qui se profile. Et pour finir, peut-être une petite réflexion que tout ça inspire. Quand on voit toute la complexité, les efforts, les allers-retours qu'il faut pour stabiliser une seule version, comme la 4.5, qu'est-ce que ça nous dit sur la capacité des gros projets open source communautaires, comme Godot, à tenir la distance, à maintenir la qualité sur le long terme, tout en ajoutant toujours plus de fonctions et en attirant plus de monde? C'est sans doute un défi permanent. C'est une excellente question. La gestion de cette complexité croissante, c'est le défi majeur, je pense. Une question à laisser mûrir. Merci d'avoir suivi cette analyse. Pour ceux que ça intéresse, Godot 4.5 RC1 est disponible sur le site officiel de Godot Engine. Allez tester.